Alors, bienvenue à tous dans cet atelier dont le titre est RSE, comment embarquer vos équipes dans la transformation. Je suis Olivier Classiot et avec Agnès Rambaud et Hugues Carlier, je fais partie des cofondateurs des Enjeux et des Hommes. Je vais avoir le plaisir d'animer, mais vous allez voir qu'on va plutôt co-animer cet atelier qui va durer 45 minutes. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, Agnès, un tout petit mot sur notre expérience du sujet, justement, de l'embarquement des équipes. Oui, ça fonctionne, pardon. Bonjour à tous. Je vais faire super vite. Pour ceux qui nous connaissent depuis plusieurs années, parce qu'on a créé le cabinet en 2003, on a toujours considéré que l'engagement des équipes était un facteur clé de toutes les démarches RSE, parce qu'on voit bien qu'une démarche, une stratégie aussi pertinente soit-elle, ne peut réellement se mettre en œuvre que si l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, l'ensemble des métiers a compris les enjeux et les traduit dans son quotidien. On a beaucoup prêché pour la brique Change Management, dont vous voyez ici qu'on l'a toujours positionné à chaque étape de la conduite d'un projet, en considérant donc que le conseil en stratégie, le hard, ne pouvait pas exister sans mettre en place le Change Management, donc le soft. On a défini notre raison d'être, comme vous le voyez ici, donc on est vraiment dans l'accompagnement des acteurs, et on a rejoint le groupe EcoCert il y a 5 mois, et on est vraiment en phase avec l'ensemble des équipes avec lesquelles on travaille aujourd'hui sur cette dimension. Voilà. Et en même temps, je voulais, sur la slide suivante, faire un tout petit mot pour dire que on est plus que jamais convaincus les uns et les autres dans cette salle, et l'affluence du salon nous le prouve, qu'il va falloir vraiment transformer nos organisations. Vous avez certainement pris connaissance aussi d'un certain nombre d'articles qui sont parus pendant la période Covid et qui montrent la manière dont la RSE a été aussi un facteur de résilience pour bon nombre d'entreprises qui notamment avaient travaillé en amont sur leur supply chain ou réussi à embarquer les équipes dans un projet d'entreprise avec souvent en boussole une raison d'être. Enfin, je vais faire court là-dessus. En même temps, si on s'accorde tous pour dire qu'il faut que les démarches s'accélèrent et que les collaborateurs soient à bord, le baromètre qu'on produit chaque année avec Ecodev et puis Occurrence montre qu'on est quand même extrêmement loin du but. Vous avez ici quelques chiffres. Donc, la dernière enquête parue début 2020 et que vous pouvez télécharger sur notre site montre qu'on a encore une grande partie des salariés qui ne comprend pas bien la démarche RSE de leur structure, qui ne voit pas trop comment ça transforme réellement l'entreprise et qui surtout ne voient pas non plus comment l'intégrer au quotidien dans leur métier. D'où le choix de cet atelier, parce qu'on s'est dit qu'on avait à cœur de repartager avec vous à la fois des convictions, mais surtout des bonnes pratiques observées chez nos clients sur les dernières années. Voilà. Alors Agnès, tu l'as dit, à 10 ans de l'échéance des objectifs de développement durable, les fameux ODD, ce n'est pas forcément l'approche des petits pas dont on a besoin. On a vraiment besoin de passer à un basculement, à une transformation des pratiques. Si on veut avoir l'impact effectif sur nos modèles dont tu parlais, il va falloir que ces pratiques changent de manière profonde, de manière concrète, de manière rapide. Et pour ça, on a forcément besoin d'embarquer les décideurs, les managers et leurs équipes, et ça dans toute l'organisation, évidemment pas uniquement sur la sphère développement durable ou RSE. Alors on s'est dit dans cet atelier de 45 minutes, c'est assez court évidemment, comment est-ce qu'on pourrait traiter le sujet cette année à ProDurable? Alors on s'est dit la première chose, c'est qu'on allait essayer de s'appuyer sur des expériences concrètes. Donc chaque consultant, chaque chef de projet qui va témoigner tout à l'heure s'appuie sur un ou plusieurs exemples très concrets de l'intérieur des sujets sur lesquels on travaillera. La deuxième chose, c'est qu'on est parti des cibles que nos clients ont identifiées dans leurs organisations comme étant des cibles clés, des cibles sur lesquelles il n'était pas forcément facile de trouver la bonne approche. Voilà. Et donc on s'est dit que c'était intéressant d'articuler la présentation autour de ces cibles prioritaires. Et puis on a pris un risque, on s'est dit on va tenter quelque chose à ProDurable, donc vous nous direz à la fin si c'était intéressant. On a décidé d'inviter non pas Hugues Carlier
cofondateur des Enjeux et des Hommes, mais un consultant qu'on a repéré dans un cabinet qui s'appelle le cabinet Faucon. Donc je vous présente Monsieur Yaka, ici présent. Et pourquoi on l'a invité? Parce qu'on trouvait intéressant, en termes d'échange et de pédagogie, de mettre le doigt sur les freins. Qu'est-ce qui fait finalement que les cibles qu'on a identifiées, c'est difficile de les embarquer, c'est difficile de les faire changer de pratique de manière concrète et parfois définitive. Donc Monsieur Yaka nous apportera son regard sur les freins et puis nous apportera parfois, alors on lui a demandé de ne pas prendre trop de place, mais il nous proposera parfois des solutions, des tuyaux, je crois que c'est comme ça qu'il les appelle, ce qui nous permettra à nous de discuter des partis pris. Comment est-ce que nous, on a parfois testé des choses, comment on a appris, comment on a fait évoluer nos approches de l'accompagnement de ces cibles. Voilà un petit peu comment on se propose de l'articuler. Et donc, les préconisations de M. Yaka seront peut-être questionnées, challengées par les 5 experts, puisqu'il y a une personne qui nous rejoindra sur la scène tout à l'heure. Voilà, donc Sylvie, Thierry, Agnès, Alexandra et Caroline, qui est au premier rang, voilà, nous feront bénéficier de leur expérience concrète. On aura le temps d'échanger. On verra, on espère. Alors, la première cible par laquelle on va commencer, c'est celle évidemment des décideurs. Et ce qui est important, c'est de bien se rappeler que les décideurs ne sont pas que les top managers. Ce sont aussi les actionnaires, notamment les administrateurs aussi. Hein, on voit qu'ils prennent de plus en plus de poids. Voilà. Donc on aimerait aborder cette première cible avec toi. 2 secondes, alors, parce que moi je les connais bien. Tout ce qui est décideur, etc. D'accord. Globalement, ils ne font pas le lien entre la RSE et le business. Ils n'ont pas le temps. Donc, il ne faut pas aller les chercher là-dessus. Tu bosses avec la direction RSE. Tu fais tout le taf. Tu présentes la stratégie en une demi-heure, 3 mois plus tard. Et hop, emballer, c'est peser. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois, c'est ça. C'est pas leur prendre trop de temps. C'est pas leur prendre trop de temps. D'accord. Voilà. Sylvie, toi tu travailles justement, on travaille ensemble dans l'équipe sur des projets de stratégie RSE, de raison d'être aussi. Hein, tu es vraiment pointu sur le sujet. Tu confirmes ce constat que les décideurs ont peu de temps disponible ? En tout cas, je confirme que le temps des décideurs est précieux et que c'est important qu'ils puissent gérer leur agenda au mieux de leurs priorités. Et justement, qui aujourd'hui pourrait dire que la stratégie RSE n'est pas une priorité pour l'entreprise ? Et a fortiori la raison d'être quand il s'agit d'évaluer quelle peut être la contribution de l'entreprise aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc du coup, ça ne se fait pas en 45 minutes de réfléchir au projet sociétal d'une entreprise. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils vont passer leur journée à faire ça, mais qu'il y a quand même un minimum d'étapes à respecter pour que ce processus se mette en place et qu'il y ait vraiment une appropriation par le COMEX de cette démarche. Donc, dans une première étape, ce qui est important, parce qu'on a réalisé au fil de nos missions, que ce n'est pas parce qu'on est dirigeant qu'on a une vision très, je dirais, pointue de ce qu'est la raison d'être. Il ne faut pas oublier que c'est une notion quand même relativement récente, que c'est quelque chose qu'on pratique depuis 1 an et demi, maintenant 2 ans, avec la loi Pacte. Donc, nous, il nous semble important, avant d'entamer toute réflexion, de nourrir les comités de direction, les conseils d'administration, avec des extraits de presse. Hein. Il y en a un par jour quasiment dans les échos sur la raison d'être ou sur la RSE. Donc, c'est une nourriture facilement disponible. Des benchmarks. Il y a de plus en plus d'entreprises qui sont dotées d'une raison d'être et qui ont des superbes pratiques en termes de RSE, et puis des podcasts, etc. Et ça permet effectivement de commencer à accoutumer le COMEX et le CA à ces sujets. Après, il nous semble important, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'on donne l'opportunité à chacun des membres de la gouvernance de s'exprimer individuellement, en tout cas de recueillir leur décodage particulier des enjeux stratégiques de l'entreprise, de leur point de vue, de leur vécu aussi, ce qui est l'occasion parfois pour ceux qui sont là depuis longtemps de nous permettre de faire un peu d'archéologie sur d'où vient l'élan initial de l'entreprise. Et donc ça permet aussi, ces entretiens individuels, de permettre à certaines personnes qui se sentiraient, si ce n'est empêchées, en tout cas elles sont plus à l'aise de s'exprimer individuellement.
Et ça nous permet à nous, en fait, aussi de décoder là où il y a des divergences ou des alignements sur les grands enjeux. Et c'est ça qui nous permet d'affiner la dernière phase, qui est donc permettre au COMEX et au conseil d'administration de travailler ensemble, et de travailler ensemble sur l'entreprise, indépendamment de leurs enjeux du quotidien, de leurs enjeux de métier. Et cette phase, ces 2 premières phases d'acculturation, elles sont extrêmement importantes, parce que si on n'a pas fait ce travail-là au préalable, un atelier de travail, il n'est pas ancré, enfin, ils ne sont pas préparés, et ça peut très vite dévier. Et ce qui est important, c'est que ces réunions, ces ateliers de travail, ça permet aussi de créer du lien entre les membres du COMEX, les faire travailler ensemble, y compris en séance de créativité, ce qui, dans la culture de certaines entreprises, nous a été présenté comme une hérésie. Ben non, en fait, les membres du COMEX peuvent aussi travailler en petits groupes et travailler ensemble, pas simplement sur leur métier individuellement avec leurs équipes. Et c'est vrai que ça permet, d'une part, dans un premier temps, d'aligner les membres du COMEX sur l'intention et le niveau d'ambition, surtout, de ce qu'ils veulent atteindre, que ce soit dans la stratégie RSE ou a fortiori de la raison d'être, puisque la raison d'être, finalement, c'est la RSE qui s'invite durablement au COMEX. Et ce qui leur permet de s'aligner sur le curseur de ce qu'ils envisagent et de ce qui s'accorde à envisager comme le niveau de transformation de l'entreprise auquel ils veulent participer. Et puis, les ateliers COMEX ont aussi un rôle extrêmement important, c'est de s'aligner sur, au-delà de la phrase et de raison d'être et du manifeste, ça a pour but de s'aligner sur les engagements. Parce que ça commence, la raison d'être, elle commence au moment où on s'est aligné sur une phrase et un manifeste. Ça ne se termine pas là. Hein. Et effectivement, comme on le disait, c'est la transformation de l'entreprise. Si ça consistait simplement à afficher une belle phrase sur un PowerPoint ou sous un logo, ça serait beaucoup plus simple. En fait, c'est là où le travail commence. Et donc, les engagements, au niveau d'ailleurs, pas simplement des parties prenantes internes, mais bien sûr des parties prenantes externes. Parce que la raison d'être, effectivement, elle est bien là pour revendiquer et engager sur le projet de l'entreprise et la façon dont elle va interagir avec l'ensemble de son écosystème. Donc, à ce stade, il faut vraiment, dans cette deuxième phase où les membres du COMEX vont travailler ensemble à s'aligner sur ces engagements, y compris avec leurs équipes, parce qu'il faut que ce soit de l'ordre du réaliste. Hein. On n'est pas forcé de se dire, tiens, voilà, on va atteindre nos objectifs dès l'an prochain, mais la trajectoire, en tout cas, il faut qu'elle soit alignée avec l'ensemble des équipes, et puis au niveau du COMEX. Et ça, c'est quelque chose qui demande à être nourri, en fait, au fil du temps, avec des consultations tu parlais des parties prenantes et externes notamment. Donc, a priori, c'est une difficulté, c'est une vraie question qu'on soulève. Hein. Comment, sur des projets, stratégie RSE, ou de raison d'être, comment ? Non, on va pas commencer à aller chercher les parties prenantes, etc. Pas d'usine à gaz, etc. Attends, la raison d'être, les créateurs de l'entreprise, ils la connaissent. Donc, tu prends une super agence de com, enfin, genre RSE, tout ça, tu vois. Tu te colles 3 heures dans un bureau, puis le slogan de la raison d'être, tu le sors en 3 heures, c'est tout. Enfin, faut pas se prendre la tête. Calmez-vous. Sauf que, je ne sais pas, Sylvie, c'est intéressant. Est-ce que c'est une usine à gaz ? Est-ce qu'on est capable de faire entrer les parties prenantes internes et externes au-delà des dirigeants ? Ou est-ce qu'il faut finalement faire ce travail en isolant le ou les dirigeants du reste de l'entreprise ? Et est-ce que si on fait ça, on aboutit à une raison d'être qui tient vraiment ses promesses ? Parce qu'on ne veut pas que la raison d'être soit une girouette qui sera balayée d'un revers de main dans 6 mois parce qu'elle n'en sera pas une vraie. Donc qu'est-ce que tu penses de ça ? Ce que je pense, à la limite, c'est plus la pratique qui est importante, c'est que c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire, parce que ça vient casser une dynamique du COMEX qui est dans une phase, je dirais, d'entamer un dialogue avec ses parties prenantes internes et aussi ses parties prenantes externes. En fait, le fait d'isoler le COMEX de son écosystème pour travailler sur quelque chose d'un peu vendeur, mais déconnecté des réalités, c'est le meilleur moyen de passer à côté de l'exercice. Puisqu'en fait, c'est bien le rôle de la consultation des parties prenantes externes et internes que de nourrir et de continuer à alimenter cette réflexion du COMEX
Une fois qu'ils sont alignés sur l'intention et l'ambition, il faut bien les nourrir de vers où aller, comment articuler ces contributions. Et ça ne vient pas de n'importe où, ça vient vraiment de l'échange, de la captation des points de vue, des vécus des différentes parties prenantes. Et ça, en fait, il n'y a que la consultation qui peut le faire. Sinon ça fait... voilà, c'est de la cuisine sous vide. Ça n'a rien à voir avec la réalité de l'exercice. Mais alors, comment on réussit ça? Parce qu'on parlait de risque d'usine à gaz. En fait, c'est pas une usine à gaz. C'est pas une usine à gaz. C'est un pilotage de projet assez précis, en fait. Mais voilà. Et c'est vrai que ça demande, en tout cas, une approche sur mesure qui va permettre d'évaluer la meilleure modalité pour justement consulter les différentes parties prenantes. Et on parle à la fois, bien sûr, des parties prenantes internes comme externes. Et pour les consulter, c'est un travail de calage avec les pilotes internes à l'entreprise au niveau des démarches de raison d'être. On a plusieurs outils à notre disposition. On a, là encore, les entretiens individuels, ce qui peut s'avérer utile, notamment parfois pour intégrer les IRP, les instances représentantes du personnel, ce qui permet d'entendre leur point de vue de façon assez je dirais, neutre, ou en tout cas bienveillante sur l'ensemble de ce qu'ils jugent important de changer dans l'entreprise et leur vision, et qui est le plus souvent extrêmement intéressante. On a plusieurs expériences à ce sujet. Bien sûr, donc partie prenante externe avec cette dimension d'entretien aussi individuel pour certains porte-parole, ou pour des personnes qui se sentent plus à l'aise tout simplement à être interviewées par téléphone ou en face à face. Mais aussi des focus group, des ateliers de créativité, ce qui nous permet vraiment d'entamer une dynamique d'échange, de collecter ce qu'on appelle les ingrédients de raison d'être. Et effectivement, c'est ces ingrédients qui vont naturellement émerger au fil des consultations et des différentes parties prenantes, et qui vont nous permettre de commencer à construire un consensus sur les grands types de contributions que l'entreprise peut apporter. Et c'est vrai que c'est cet échange entre parties prenantes internes, externes et la gouvernance qui permet de créer un véritable dialogue vertueux et de faire aussi que tout d'un coup, cette gouvernance, parce que derrière le COMEX, il y a le CA, il y a l'AG, et derrière la partie prenante interne et externe, il y a la société. Et ça permet aussi de créer ce dialogue aussi. Il y a de plus en plus de porosité entre la société et les AG. Les assos s'invitent. Donc, voilà. Finalement, ce que tu mets là, c'est que le construire ensemble, c'est le chemin, il est aussi important pratiquement que les livrables auxquels on aboutit. Donc si on se prive du chemin, peut-être que finalement la raison d'être ou la stratégie RSE à laquelle on aboutit ne tient pas ses promesses. Merci Sylvie, merci Monsieur Yaka de vos éclairages. On va passer à une autre cible qui est vraiment importante. C'est les managers. Et notamment les managers de terrain, ceux qui sont présents dans vos filiales et dans vos sites. Parce que les managers, c'est quand même un peu mon truc. Ça fait 15 ans que je travaille avec les managers. Donc c'est des gens, ils sont quand même coincés entre le marteau et l'enclume. Ils ont 1000 priorités. Et donc c'est compliqué. Donc tu ne vas pas embarquer tous les managers. Ce que tu fais, c'est mon tuyau. D'accord. Tu en prends 5-6. 5-6. 5-6. Au niveau mondial, 5-6. Ouais, d'accord. Ou 10. D'accord. Et tu fais un workshop. Un workshop, d'accord. Ouais, et avec des post-it. D'accord. Et plein de post-it. D'accord. Des verts, des mauves, des roses, des jaunes, et de tailles différentes, ça c'est important. D'accord. Et quand tu as bien couvert le mur de post-it, tu fais une synthèse derrière, et puis voilà, puis tu balances. D'accord. Voilà. Alors, j'entends que là encore, c'est une cible difficile à embarquer, qui sont nombreux, qui sont éloignés, qui ont des métiers différents. Thierry, je me tourne vers toi. Donc, on travaille sur pas mal de projets qui impliquent les managers. C'est impossible d'impliquer les managers de terrain. On peut se limiter à ce tout petit échantillon. Qu'est-ce que tu en penses ? Je dirais que très spontanément, évidemment, je pense que ce n'est pas tout à fait la façon dont il faut procéder. Et je pense qu'au contraire, les managers, effectivement, c'est une cible extrêmement importante. C'est en fait le rouage de ce qui va permettre de transformer un beau projet en une réalité sur le terrain. Et donc, je préconise plutôt de les associer dès l'amont.
dans la démarche et peut-être même de les associer, si possible, dans la construction de la démarche, dans la façon dont on va appréhender le sujet avec l'ensemble des équipes. Et comme ça concerne évidemment les managers, mais aussi, comme disait Sylvie tout à l'heure, peut-être d'autres parties prenantes, je préconise souvent de faire un espèce de mix intelligent entre des ateliers plutôt présentiels et puis le recours à des outils digitaux qui permettent d'embarquer tout le monde. Et alors, pour être très concret, parce qu'on s'est dit qu'on était concret, on s'appuyait sur des exemples, tu as un retour d'expérience sur lequel tu pourrais t'appuyer pour expliquer comment on fait, sur un cas précis par exemple, pour associer les managers? Alors tout à fait, on a eu un mandat avec un grand producteur agroalimentaire qui se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a un visuel tout à fait opportun sur lequel je vais rebondir, si vous me permettez. Ouais. Donc, un gros producteur africain, je dirais même c'est un des plus gros employeurs d'Afrique, qui travaille sur 8 sites, qui travaille sur 4 pays. Et ils nous ont demandé en fait de travailler sur leur stratégie RSE, qui passait par une analyse de leurs enjeux les plus matériels. Et même si ce n'était pas dans les termes de référence, en filigrane, on l'a quand même senti dans les premières réunions de kick-off et peut-être même en amont, qu'ils avaient vraiment le besoin de réembarquer leurs équipes. Des équipes qui étaient parfois un peu démotivées, qui voyaient des réalités, des contextes très différents d'un pays à un autre. Encore une fois, des cultures, des contextes, des métiers très différents. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et évidemment des enjeux très très forts, des enjeux de déforestation, toutes sortes d'enjeux qui sont extrêmement prégnants. Et il était vraiment vital de prioriser les enjeux et de réembarquer les équipes autour d'une feuille de route commune. Ok. Et donc typiquement, cette association des managers, comment est-ce que vous avez pu le faire? Et tu disais tout à l'heure, parfois on investit du temps sur le terrain, parfois on a d'autres outils. Ouais. Sur cet exemple-là, comment ça s'est passé? Alors tout simplement, on s'est dit que justement par rapport à cette attente en filigrane de cette compagnie qui attendait de nous une mission sur la matérialité, qu'on allait faire en fait profiter de l'exercice de matérialité pour en faire un exercice d'engagement. Et donc on a décidé en fait d'embarquer les managers dans une histoire. C'est-à-dire qu'on a fait notre travail en amont, on a commencé à réfléchir avec le COPIL, enfin un groupe très restreint de personnes, des benchmarks, une analyse documentaire sur les enjeux qui correspondaient le mieux à ce genre d'industrie. Et puis ensuite, on a organisé trois ateliers sur le terrain. D'abord, un atelier avec des managers en eux-mêmes pour leur dire, voilà, on a un outil plutôt mode consultant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on n'a pas de trou dans la raquette? Est-ce qu'on utilise les bons mots? On a fait un deuxième atelier à partir de ce résultat-là, avec cette fois-ci même des communautés locales, ce qui n'était pas du tout prévu, d'ailleurs, de les embarquer. Et pour lequel, d'ailleurs, je pense qu'on a eu un retour extrêmement intéressant. Ils étaient absolument ravis d'être embarqués dans la réflexion. Et puis ensuite, on a refait un troisième atelier, cette fois-ci pour faire valider les enjeux prioritaires. On a pris cet outil-là, qui est donc non pas un outil consultant, mais leur listing, leur façon de prioriser leurs enjeux, leur outil à eux, qu'on a cette fois-ci déployé avec un outil digital de façon très très large. Je pense que directement, ce groupe-là implique plus de 300 000 personnes sur 4 pays. Donc même si on n'a pas eu l'occasion de jouer sur l'ensemble des sites, on a quand même pu attaquer pas mal d'endroits. Et puis ensuite, on est revenu vers les managers à la fin pour leur présenter, une fois la matérialité, les matérialités définies, puisque nous, on ne parle pas d'analyse de matérialité, mais il y a toutes sortes de matérialités en fonction des parties prenantes. Hein. Chacune voit un petit peu midi à sa porte, et puis l'intérêt, c'est d'essayer de coller au mieux à la réalité de chacune d'entre elles. Et qu'on allait représenter cette fois-ci au COMEX pour encore une fois discussion et arriver sur une liste priorisée d'enjeux. Donc, ce que tu dis, c'est finalement investir sur le terrain avec les managers, leurs équipes, même parfois les communautés, pour vraiment faire quelque chose qui leur parle, aller interroger plus globalement, puis revenir vers les managers, et notamment les managers des filiales, pour ce que j'ai compris, c'est formaliser la feuille de route ajustée. Alors, ok, mais est-ce que finalement ce temps que vous avez investi, le temps que vous avez pris à ces managers, il a été efficace? Il a produit quelque chose de différent?
Ah oui, alors tout à fait. On était vraiment impactés par les retours parce qu'en fait, ils nous ont dit grosso modo que c'était la première fois en 7 ans qu'on leur avait posé la question. Chacun des pays, chacun des sites avait chacun son programme un petit peu spécifique qu'ils étaient censés appliquer. Cette fois-ci, on leur a proposé de les embarquer dans l'histoire et c'est la première fois qu'on les consultait de cette façon-là. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que ils avaient souvent une feuille de route qui a été décidée en COMEX et qu'ils avaient souvent du mal à appliquer, avec des équipes démotivées qui ne comprenaient pas vraiment le sens, qui ne comprenaient pas pourquoi tel site faisait comme ci et l'autre site comme ça, pourquoi il n'y avait pas de retour d'expérience entre les sites, ne serait-ce qu'entre les sites d'un même pays, ce qui était quand même assez impressionnant. Et un des retours qu'on a eu aussi, c'est que plus de 90%, grâce à ce travail de fond sur la posture dès le départ, plus de 90% des préconisations qui sont sorties de cette feuilles ont été approuvées en COMEX et on bosse en ce moment comme des... Bah, tu le sais, Olivier, on le bosse en ce moment très fort pour que ce soit 100%, très bientôt, on espère, des préconisations de ce dialogue partie prenante qui soit vraiment validé par un COMEX et qui donne une espèce de feuille de route globale avec toutes les spécificités locales par site, par métier, etc. Donc très opérationnel. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que sur une mission de raison d'être, finalement, nous, des enjeux et des hommes, on va aller chercher un deuxième objectif qui est, grâce à cet outil et à cette mission, d'aller embarquer les managers. Alors, petit clin d'œil, Agnès a évoqué le baromètre qu'on effectue chaque année. On a fait un petit zoom. Ce qui est intéressant, c'est que quand on interroge les salariés, qui est le plus légitime pour toi pour te parler de RSE, pour te faire entrer dans la RSE, c'est leur manager. C'est pas les experts techniques, c'est même pas la direction RSE. Donc il y a un vrai travail de vos directions RSE, s'il y a des responsables RSE dans la salle, pour embarquer ces managers et que ça devienne leur sujet et pas un sujet un peu parachuté. Alors, ça va permettre de faire le lien. Merci Thierry, merci Monsieur Yaka de vos éclairages complémentaires. On va parler des métiers. Parce qu'en fait, étonnamment, il y a évidemment beaucoup de métiers opérationnels, il y a des fonctions support, et ils sont souvent peu accompagnés par les directions RSE. Je peux. Les métiers, c'est eux qu'il faut changer. Eux, ils ne savent pas décliner le truc. Donc, il ne faut pas non plus les bourrer d'informations, etc. L'idée, c'est qu'ils connaissent, ils sachent ce que c'est que le développement durable et la RSE. D'accord. Donc, soit ils ne sont pas beaucoup, tu les mets au vert, et puis un séminaire sympa, un peu team building, etc. Et tu leur donnes des infos sur le développement durable. Soit ils sont beaucoup, et tu fais un e-learning, et voilà. Et quand ils ont cette base-là, ça roule tout seul. Mais la base, c'est quoi la base ? Connaître les fondamentaux du développement durable et de la RSE. D'accord. Ça suffit. Et après, c'est eux qui font. D'accord. Ouais. Alors Agnès, je me tourne vers toi. On a pas mal de missions depuis des années où on a essayé d'aider les différents métiers, depuis les achats jusque-là plus récemment, les gens du marketing, on en parlera tout à l'heure, avec Alexandra. Est-ce que si on se contente de ça, finalement de ce socle commun, est-ce qu'on arrive à bouger les pratiques ? Qu'est-ce que tu en penses ? Encore une fois, si on s'appuie sur l'expérience concrète qu'on a eue au cours des dernières années. Bon, alors déjà, une fois encore, on n'est pas d'accord avec toi, Hugues. C'est pas Hugues, c'est Monsieur Yaka. Monsieur Yaka, alors pas Hugues, on ne va pas confondre. Donc, Rien à voir avec ton associé avec qui tu travailles depuis 25 ans. Donc en fait, on a repris ici en haut à gauche du slide, c'est comme la météo. Non, mais le roue de la mobilisation qu'on avait créé pour une étude qu'on a faite avec le comité 21 il y a une dizaine d'années sur la façon d'embarquer les salariés et qui est toujours disponible sur notre site ou sur celui du comité 21. Et vous voyez le cercle de la mobilisation et ce à quoi M. Yaka fait référence, c'est plutôt la sensibilisation, c'est-à-dire ce qui est en bas de cette roue. Et il est vrai que je pense que ça reste utile pour aller dans ton sens, parce que ce n'est pas parce que les citoyens et donc nos collaborateurs sont de plus en plus sensibilisés aux grands enjeux, aux grands défis, notamment climatiques, sociaux, etc., qu'ils savent comment ces enjeux-là sont traités au niveau de leur entreprise. Donc il n'est probablement pas inutile de quand même mener une action de sensibilisation qui peut d'ailleurs se gérer par un outil digital et qu'on vous conseille souvent de bâtir en entonnoir en partant des grands enjeux, des grands défis, des ODD, mettons.
puis en passant par les enjeux sectoriels, donc de la banque ou de l'agroalimentaire ou de l'énergie, enfin du métier de l'entreprise, et puis qui présente également la démarche de l'entreprise avec ses grands engagements, etc. Voilà. Mais cela dit, cela ne suffit pas du tout, hein, évidemment, et on a bien dû en faire le constat. Vous voyez des résultats aussi de l'étude du baromètre qu'on a repris ici. La plupart des salariés interrogés demandent des vraies formations sur la façon d'intégrer réellement le sujet dans leur métier de tous les jours, aux achats, à la finance, à la DSI, dans les services généraux. Et donc, on a déjà beaucoup parlé, enfin beaucoup publié et beaucoup porté ce sujet, mais sincèrement, le fait de bâtir un véritable plan de transformation, si vous êtes à la direction de la RSE, est un outil très précieux sur lequel vous pouvez vous faire aider par la DRH, direction de la formation, université d'entreprise pour les grandes boîtes. Ça consiste à identifier toutes les cibles qui vont être impactées par votre stratégie RSE, de voir quelle est la marche à gravir pour chacune de ces cibles. Pour certaines, il s'agira juste de leur diffuser un outil ou de changer un process, ce qui n'est déjà pas neutre. Et pour d'autres, il y aura de vraies compétences nouvelles à créer. Donc une fois que vous avez fait cette cartographie, vous pouvez ensuite hiérarchiser vos priorités. Et donc, on vous invite vraiment à élaborer ce type de plan de transformation parce que ça va vous aider aussi à voir quel chemin vous avez à conduire dans l'entreprise. Voilà. Alors, on s'est dit qu'on essayait de prendre des exemples concrets. Donc, alors, sans citer forcément le client, c'est un choix qu'on a fait. Si tu parles d'une mission précise qui devait transformer, parce qu'il y avait des grands bouleversements liés à la RSE, un certain nombre de métiers, comment concrètement, au-delà de la culture générale RSE, dont on a bien compris qu'elle était nécessaire mais pas suffisante, comment est-ce qu'on fait ça ? Alors, ouais, j'ai pris un exemple qui est une société de services, je crois d'à peu près 1000 personnes. Et donc, on a commencé par identifier des fonctions de l'entreprise qui allaient être très directement impactées par la démarche. Et ensuite, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne pouvait pas embarquer les différents départements sans avoir un soutien fort du patron de chacun de ces services. Donc, il y a eu une première étape qui a consisté vraiment à les voir en entretien individuel et à travailler avec eux sur les ambitions, les comportements à faire évoluer, les nouveaux outils à créer, fonction par fonction. Je pense que c'est une étape très importante parce qu'autrement, de toute manière, ils ne libéreront pas leurs équipes, ils ne leur donneront pas le temps de se former. La deuxième étape, oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que le patron de chacun de ces départements avait aussi la latitude de définir le format de la formation, la durée, qui pouvait être d'1 jour, 2 jours ou plus, qui pouvait être déployée en demi-journée, et également la taille du groupe en fonction des objectifs pédagogiques qu'on se donnait. C'est-à-dire que, par exemple, le DRH a souhaité que l'ensemble de ses RRH, enfin l'ensemble de la fonction RH, soit réunis dans un grand séminaire. C'était encore l'époque où on pouvait faire du présentiel. Et donc, c'est un séminaire qui a duré 1 journée et demie en grand groupe. Alors que, par exemple, pour les achats, on a fonctionné plutôt par petits groupes de 10 et plusieurs sessions ont été montées. Et là, on était sur du 2 fois 1 jour et demi. Bon, voilà. Donc, d'une part, avoir donc le sponsorship du patron du département. Ensuite, construire les contenus absolument sur mesure, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'être sur du générique qu'on aura traité au préalable, comme je le disais tout à l'heure. Mais vraiment, typiquement, voilà, on a formé les 650 acheteurs de la SNCF il y a quelques années là, avec Achat Concept Eco. On a vraiment travaillé sur le process achat qu'on a décortiqué, les grandes familles achats, où sont aussi des projets qu'on mène avec nos amis de Buy Your Way. On rentre vraiment dans la culture des acheteurs, leurs outils, leurs process, etc. Le troisième point, je pense qu'on est vraiment sur de la formation-action. C'est-à-dire qu'il faut que ces formations, elles se terminent par l'écriture d'une feuille de route pour favoriser ensuite les transferts en situation réelle sur le terrain. Donc, on ne se quitte pas avant d'avoir bouclé cette feuille de route. Et puis, ce qui nous semble aussi important, c'est que nous, on n'a pas vocation, en tant que consultant, à s'inscrire durablement dans vos équipes.
On a plutôt la vocation à faire du transfert de savoir-faire aux équipes de nos clients. Et du coup, faire un travail avec les managers de proximité dont Thierry vient de parler, mais pour les rendre capables de faire du coaching ensuite, des compétences et de la montée en compétences de leurs équipes sur le terrain, ça me semble être une brique aussi très importante pour qu'ils soient à l'aise dans cet exercice et qu'ils soient le vrai relais des actions qu'on a réussi à mettre en place. Ouais, donc sur mesure, hein, c'est pas de générique du métier et même du métier dans cette entreprise-là à cet instant T. Merci Agnès de ton éclairage. Alors, il y a aussi des métiers qui sont très importants et sur lesquels il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées. Et en même temps, le retour qu'on a du terrain, c'est que c'est difficile. Souvent, ça échoue. C'est pourtant des métiers qui sont... Attends, Évidemment. C'est des métiers qui sont au cœur des enjeux business. Je parlais du marketing, des commerciaux. Donc, on conviendra, M. Yaka, que c'est des fonctions importantes. Mais c'est super important. Et puis, mais il faut les comprendre aussi. Attends, c'est au point de part de marché tous les mois qu'on juge leur boulot, etc. Donc, ils n'ont pas, tu vois, eux aussi, ils sont complètement pressurisés par ça. Il y a la concurrence et compagnie. Donc moi, ce que je fais. Vous avez un tuyau à me donner ? Ouais, j'ai un petit tuyau. Allez-y. Et donc, ce que je peux te dire, c'est que tu fais un livre blanc. Un livre blanc. Mais ils adorent ça, les marketeurs, le livre blanc. Mais par contre, avec des gros titres en couleur. Et tu avec plein d'images, et tu l'appelles ma super marque responsable ou ma méga super marque responsable. Tu leur donnes, ils lisent ça, emballé, c'est pesé. Alors, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que le fait d'écrire, ça permet de poser les informations claires. Et c'est bon, ils ont des neurones, hein, les marketeurs, donc c'est bon. Alexandra, tu travailles beaucoup avec les marketeurs, les équipes commerciales aussi, parfois. Finalement, c'est ça le vrai problème des marketing, c'est d'avoir une information bien rangée au bon endroit dans une bonne grosse encyclopédie de la RSE. Je crois que vous l'aurez compris, je ne serais pas tout à fait d'accord avec ce point-là. Et les interventions de mes collègues vont aussi dans ce sens. Bien sûr, il y a une nécessité d'informer, de sensibiliser en amont les responsables marketing, les commerciaux, c'est évident. Et il y a une problématique spécifique aussi qui va être aussi de bâtir des engagements qui soient vraiment pertinents et cohérents dans la mesure où c'est des fonctions qui sont en contact direct avec les clients et les consommateurs. Et il y a un vrai danger, enfin une vraie angoisse aujourd'hui de ces cibles-là, du greenwashing. Donc il faut vraiment entrer dans quelque chose qui soit, bâtir vraiment des engagements concrets, pertinents pertinents et vraiment cohérents avec la marque. Alors comment est-ce qu'on choisit les bons engagements ? Comment on ne reste pas dans le conceptuel ou comment on ne fait pas prendre à ces équipes le risque de eux-mêmes être responsables de greenwashing sans forcément le vouloir ? En fait, déjà, dans la manière de faire, il faut vraiment repartir de quelque chose de concret et d'opérationnel. C'est vraiment des cibles qui ne vont pas être encore moins que les autres, peut-être dans la RSE générale, etc. Donc, il faut vraiment repartir, pour être pertinent, il faut repartir de leurs problématiques concrètes. C'est quoi leurs problématiques concrètes ? Ça va être les attentes de leurs clients, de leurs consommateurs, et puis plus largement s'inscrire dans les tendances du marché. Ça, c'est vraiment le premier point qu'on va travailler avec nos clients en faisant des études, regardant les études consommateurs qui vont être faites, les tendances marché, etc. Donc, tous les outils des responsables marketing qu'on va intégrer, qu'on va s'approprier. Et ça, ils connaissent bien. Ils sont un peu sur leur terrain d'aisance. Tout à fait. Là, ils sont vraiment sur leur terrain, sur leur terrain à eux, et c'est vraiment à ça qu'ils veulent répondre. À côté de ça, ils savent qu'il y a aujourd'hui des enjeux de durabilité qu'il faut croiser avec ces attentes des consommateurs, parce que les consommateurs, finalement, et les clients ne savent pas forcément toujours ce qu'ils veulent et ce qui est bien. Ils veulent peut-être quelque chose qui, en réalité, ne va pas être durable, ne va pas être pertinent et ne va pas être inscrit dans les enjeux concrets, enfin, dans les enjeux principaux de l'entreprise. Donc du coup, ce qu'il faut, c'est vraiment croiser avec les enjeux de durabilité de l'entreprise et de la marque. Comment on fait ça ? On va faire travailler des équipes qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, qui sont les études marketing et les responsables marketing et les équipes RSE, qui généralement ont des problématiques différentes, parfois opposées, ont des temporalités différentes et ont très souvent, généralement, des KPI différents.
C'est vraiment ça l'enjeu, c'est de faire parler des populations qui n'ont pas l'habitude de parler, de travailler ensemble et qui parfois ont même, et même souvent, des intérêts presque contradictoires dans l'entreprise. Tu me disais en préparation que derrière le marketeur, il y a aussi d'autres métiers, enfin les responsables marketing, pardon. Rapidement, si on devait évoquer qui sont ces gens qui sont parfois un peu cachés derrière l'équipe marketing, et on avait un exemple concret qui pourrait peut-être nous permettre d'illustrer ça. Oui, tout à fait. Alors, c'est une marque qu'on a accompagnée, une marque de cosmétiques qui appartient à un gros groupe qui a déjà une maturité assez forte dans la RSE. Donc, on les a accompagnés dans la définition, dans la détermination de leurs enjeux, qui soient des enjeux cohérents avec l'entreprise, des enjeux qui soient pertinents et crédibles. Un autre point que je n'ai pas abordé, qui sont aussi des enjeux singuliers. On n'est pas dans une appropriation d'enjeux génériques. Chaque marque doit faire un travail pour s'approprier ses propres enjeux qui sont en résonance avec son ADN, avec sa culture de marque. Pardon, parenthèse refermée. Et du coup, l'enjeu du marketing, c'est quand même de créer de la valeur avec ces engagements. Et donc, créer de la valeur, c'est communiquer. Et donc, ce qu'on a fait avec ce client, ce qu'on fait généralement avec nos clients, c'est qu'on va travailler sur l'ensemble des points de contact qui vont être des occasions de partage et d'échange avec le client, de communication. Et en fait, ce que tu disais, il n'y a pas que le marketing. En fait, il y a plein d'autres métiers associés. Il y a le packaging, il va y avoir notamment le retail à travers les vendeurs. Et donc, c'est important d'embarquer le marketing, d'informer le marketing, mais il faut aussi former le packaging pour travailler sur des packagings plus durables et en résonance avec les grands engagements constitués. Mais il y a aussi le retail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va former les vendeurs pour transmettre, pour véhiculer le bon message en magasin. Parce que parfois, les engagements, ils vont rester au bureau et puis ils vont être dans la grande communication sur les réseaux sociaux, télé, etc. Et puis si vous posez une question au vendeur, il n'est pas au courant, il ne sait pas vraiment répondre ou il n'a pas la bonne connaissance des éléments de langage adaptés pour communiquer sur ça. Et dans l'exemple qui est là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas leur propre boutique. Donc les conseillers, on appelle ça les beauty advisors, ils ont plein de fournisseurs dont il faut qu'ils apprennent un peu les engagements. Donc si vous faites un vrai effort de pédagogie, c'est très précieux et c'est vraiment apprécié par ces équipes. Alors, le temps file malheureusement. Une dernière cible qu'on avait vraiment identifiée et non des moindres, et j'ai envie de dire non des moindres aujourd'hui, c'est les réseaux RSE. Que vous les appeliez correspondants, leaders, champions, etc. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que certains existent depuis longtemps, mais on voit que ça monte. 46% il y a quelques années, en 2007, on est à 85% en 2018. Donc il y a de plus en plus de réseaux RSE. Et puis c'est eux qui vont accompagner la transformation sur le terrain. Donc, c'est un drame. C'est un drame, les réseaux. Ah bon ? La solitude du correspondant RSE à Guéret dans la Creuse. Pas d'infos, ravitaillé par les carobots. Non, c'est un drame, le rôle de correspondant RSE. C'est dur. Donc ce qu'il faut, mon tuyau, oui. Il faut créer une communauté. Ça, c'est important. Un sentiment d'appartenance. Ok. Donc tu prends une agence un peu fun, genre move the change to make something, tu vois, enfin un truc comme ça. Voilà. Mais en anglais correct, ouais. Ouais, c'est correct, non ? Presque. Bon. Et donc, surtout, l'important, c'est que tu fais des t-shirts. Tu leur fais faire des t-shirts avec marqué CSR Leaders derrière, dans le dos, en gros. Voilà. Tu crées un outil de discussion genre Yammer. Ouais. Et emballé. Et ça leur permet, quand ils rentrent chez eux, d'être sereins. Ils appartiennent à quelque chose. Alors, Caroline, on va donner la parole parce que... C'est vrai que Monsieur Yaka Faucon nous dit quand même des choses intéressantes. En complément peut-être, alors je suis tout à fait d'accord avec vous, il est très important que les correspondants RSE puissent faire communauté, qu'ils se connaissent, qu'ils puissent échanger ensemble, se partagent des astuces. Parce que bien souvent, ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils travaillent dans des équipes différentes et donc qu'ils ont des expertises variées. Nous, chez Des Enjeux des Hommes, ce qu'on observe plutôt, c'est que cette expertise variée, il faut la travailler et que ça passe notamment par le fait de leur proposer un parcours de montée en compétences sur mesure, adapté à leur rôle, qui comprendra notamment des éléments de fond sur le développement durable, sur la RSE, comme l'a dit Agnès, sur la démarche RSE de leur entreprise, afin qu'ils la connaissent sur le bout des doigts, qu'ils soient en capacité de la présenter, mais surtout afin qu'ils la comprennent. Quels sont mes enjeux matériels ? Dans quel métier ? Et c'est ça qui va leur permettre d'avoir des billes pour être armés ensuite pour faire face aux collaborateurs et faire avancer les sujets. Très bien.
Et alors, un exemple concret Oui. de réseau que tu as pu accompagner avec ton équipe? Oui, tout à fait. Alors, on parlait d'un réseau social, peut-être un Yammer. Alors, c'est très important, oui, d'animer la communauté des correspondants RSE. Mais il ne faut pas oublier que ces correspondants RSE, ils ont eux-mêmes à animer leur propre communauté sur le terrain. Et au-delà des outils qui peuvent exister comme Yammer, qui est intéressant, il y en a d'autres, il faut aussi, ce qu'on a pu observer, notamment chez ce client qu'on a accompagné pendant près de 2 ans, c'est que le plus important, la compétence clé qui doit être mobilisée, c'est finalement de savoir accompagner le changement. Et savoir accompagner le changement, c'est très concrètement, une fois que je suis tout seul sur le terrain, comment est-ce que je m'y prends pour lancer ma démarche? Comment est-ce que je fais en sorte de la faire vivre dans la durée? Avec qui est-ce que je peux travailler? Quels sont mes alliés? Comment est-ce que je les repère? Il y a des outils qui existent et qu'on a au sein du cabinet. Donc c'est finalement ça, cette brique d'accompagnement au changement qui va être très importante, qui va être cruciale pour les correspondants RSE. Donc on transfère aux correspondants. Exactement. D'accord. Alors c'est concret, en effet, ça va au-delà, pardon, Monsieur Yaka, du t-shirt, même si c'était une idée intéressante. Bah, tu peux rajouter des post-it si tu veux. Mais... Alors, on voulait quand même, avant de conclure, redonner à Hugues son vrai statut, puisque Hugues, tu es un des cofondateurs de Des enjeux et des hommes. Finalement, pendant que tu dialoguais avec nous, est-ce qu'il y a des choses que toi-même tu as appris? En tout cas, merci de tes éclairages sur les freins. Ils ont été très précieux pour voir là où il y avait du défi et du challenge. Merci à toi de m'avoir fait jouer ce rôle de débile léger pendant 3 quarts d'heure. On a tiré à peu nos faces, il a perdu. Je m'en souviendrai. Donc oui, plus sérieusement et pour finir, évidemment je balance tous les partis pris de Monsieur Yaka à la poubelle, j'adopte les vôtres parce que voilà, on est dans l'application, la co-construction, l'engagement et le sur-mesure, et ça c'est vraiment clé. Et puis juste un chiffre pour être très direct sur la conclusion, c'est 75% des projets de transformation échouent totalement ou partiellement dans les entreprises. Donc on parle souvent de ceux qui ont réussi, mais on ne parle pas de ceux qui ont échoué. Donc pour ça, une des clés, il y en a plusieurs évidemment, vous l'avez entendu, mais une des clés, et qu'on ne voit pas apparaître suffisamment chez nos clients, c'est le temps de la réflexion amont. Voilà. Et si je ne prends pas tout le temps nécessaire à réfléchir à ma stratégie et à ma tactique d'accompagnement du changement, globalement, je ne me donne pas les moyens d'avoir un vrai impact à la fin. Donc voilà, prenons le temps en amont d'avoir une vraie réflexion pour déployer les exemples très concrets que vous avez présentés pour un certain nombre d'entreprises, mais qu'on a mis en œuvre dans le dur depuis 10 ans dans X entreprises de toute taille, nationale, internationale, tout secteur d'activité. Alors, ce sera presque le mot de la fin. 3 petites choses à vous dire encore avant de vous libérer. Premièrement, on a... changer pour le coup, parce qu'on a un peu de temps. Je suis pas sûr. Donc 11h30, non? Ah non, non, c'est 11h15. Pardon. Alors, 3 petites choses à vous dire. Premièrement, là, on a évoqué chaque cible isolément les unes des autres. Or, dans la vraie vie, il y a un niveau de complexité supérieur, c'est que vous allez devoir travailler tout ça de front. Donc Agnès a mentionné tout à l'heure ce qu'on appelle chez Des enjeux et des hommes le plan d'accompagnement du changement. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on travaille de manière un peu spécifique et qui, on le pense, vous aide à garantir le succès de ces changements que vous avez envie de mettre en place. Donc on peut être un partenaire par rapport à ça. La deuxième chose qu'on voulait vous dire, c'est que là, on a parlé principalement des parties prenantes internes. Alors Thierry a déjà un peu parlé des parties prenantes externes. C'est normal, c'est son sujet de prédilection. Demain matin à 10h, il y a un autre atelier qu'on va animer sur lequel on fera la focale sur les parties prenantes externes. Donc si vous voulez l'autre côté de la médaille, n'hésitez pas à vous y rendre. On sera ravis d'échanger avec vous. Et puis, on est toujours frustré dans ces ateliers Produira par le temps de questions. On avait presque envie de vous dire, nous, ce qu'on aimerait, c'est entendre votre problématique à vous. Et donc, ce qu'on vous propose, on est là pendant 2 jours. Là, il y avait une petite dizaine de personnes, on est plus nombreux. C'est venez nous voir au stand, parlez-nous, prenons rendez-vous, soit pendant Produrable, soit après. Discutons des sujets auxquels vous faites face. Voilà. Et comme ça, on pourra avoir un niveau d'interaction qui sera plus intéressant pour vous que si on l'avait fait à la volée dans un atelier de 45 minutes. Merci de votre attention et bon salon. Vachement au point sur l'horaire.
mais tu es réel. Je croyais que tu étais un hologramme. T'as vu mon message d'ailleurs? Parce que les gens de des Prochain. se rendent disponibles. Ah, génial. Génial. Ah bah, génial. Alors,